Ça y est, le dernier chapitre d'histoire. Et oui, c'est difficile. C'est fini. La gouvernance économique mondiale depuis 1944. Je vais faire très court parce que, bon bah, le résumé du cours, il est rapide. Et puis, si vous voulez approfondir, ce que je vous conseille de faire, vous allez lire Cartable. Très bien. Pourquoi je vous conseille Cartable? Je vous conseille Cartable parce qu'en ce moment, c'est le site qui est à la mode, que tous les élèves lisent, vos camarades, et donc, comme vos camarades le lisent, eh bien, ça vous permettra aussi d'avoir en plus quelques exemples partagés avec vos camarades, ce qui est toujours bien dans une épreuve qui est commune. Mais Cartable est trop complet à mon avis, comme tous les anabacs, et donc vous partez de mon cours, comme pour tous les cours, pour réviser. Et une fois que vous le maîtrisez bien, sur le plan du plan, sur le plan des exemples, alors vous allez lire un complément, soit sur votre anabac, soit sur Cartable. Et comme ça, eh bien, ça vous permet d'avoir un savoir solide, complet et personnalisé, parce que vous avez fait l'effort vous-même d'aller chercher de l'information, et ça, c'est une démarche qui est extrêmement importante dans l'apprentissage. Il ne faut pas penser que tout vient d'en haut. L'apprentissage, c'est aussi un effort personnel. Si vous pensez qu'on peut simplement rester là, ouvrir les yeux et attendre que ça se passe, ouvrir les oreilles, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, l'apprentissage, c'est du personnel. Vous le savez, vous faites l'effort. Alors, la gouvernance économique mondiale depuis 1944. La clé du sujet, c'est gouvernance économique. D'accord? Savoir expliquer ce que c'est qu'une gouvernance économique, puis ensuite montrer qu'elle a évolué. Le terme de gouvernance, c'est un terme qui apparaît dans les années 70, dans la science économique, et ensuite qui se répand aux autres sciences sociales dans les années 90. Il est différent de gouvernement, mais il s'en rapproche. Mais il est là, il est né pour montrer que après la Seconde Guerre mondiale, un nouveau système de gouvernement s'était mis en place. Cette gouvernance, qui est internationale, c'est-à-dire qui dépasse l'échelle étatique, et qui réunit des acteurs qui ne sont pas uniquement des États, qui peuvent aussi être des acteurs privés, et qui met en place des règles et des procédures à l'échelle internationale pour faire fonctionner un système économique mondial. Donc voilà, bien faire la différence entre gouvernance et gouvernement. La gouvernance, c'est une autre échelle, c'est une échelle internationale. Ce sont d'autres acteurs, puisque ce sont des rassemblements d'États et d'autres acteurs privés. Mais la finalité est la même, c'est de mettre en place des règles, des lois finalement, des procédures communes, pour faire fonctionner un système économique à l'échelle mondiale. Donc le but du cours, c'est de montrer comment cette gouvernance elle a évolué. 3 parties. Ça peut se discuter, mais ça a le mérite de la simplicité. La première partie, c'est de montrer la gouvernance économique américaine de 1944 jusqu'en 1971 environ. La deuxième partie, c'est de montrer la mise en place d'une gouvernance économique néolibérale sous la houlette de la triade de 1975 à 1990 environ. Et la troisième partie, c'est de montrer l'affirmation d'une gouvernance plus multipolaire et fortement critiquée avec de nouveaux acteurs dans les années 90. Donc, première partie. Pourquoi une gouvernance? Pourquoi un nouvel ordre économique mondial? D'abord, il faut revenir sur cette idée-là qui est américaine. Parce que ce nouvel ordre économique mondial, il est pris à l'initiative des États-Unis, qui ont la puissance économique pour le faire. Et ils ont la légitimité politique, puisqu'ils sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont l'aura scientifique, c'est le pays de la bombe atomique. Par ailleurs, c'est, deuxième raison, la réponse à ce que les économistes des pays du Nord considèrent comme les causes de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire le protectionnisme et la crise de 1929. C'est-à-dire qu'il ne faut pas répéter le protectionnisme en cas de crise, qu'il faut que les économies soient beaucoup plus intégrées. Et puis, c'est la volonté de relever des continents entiers
balayées par la Seconde Guerre mondiale, l'Europe et l'Asie de l'Est en particulier. Alors, concrètement, comment ce système d'un nouvel ordre mondial américain se met en place? Il se met en place à travers les accords de Bretton Woods et la mise en place d'un système Bretton Woods. Alors les accords Bretton Woods, qu'est-ce que c'est? C'est d'une part la mise en place d'un système monétaire international, le SMI, avec le dollar comme monnaie des échanges, avec une parité sur l'or pour en garantir sa stabilité. Et puis la mise en place d'institutions internationales pour éviter les crises économiques et pour aider les pays en crise. C'est le FMI, Fonds monétaire international, et la Banque mondiale qu'on appelle BIRD à l'époque. Et enfin, pour libéraliser les économies, en 1947, c'est la création du GATT, qui est l'accord général sur les tarifs douaniers de commerce, qui a pour objectif de faire baisser les barrières douanières à l'échelle internationale pour faciliter les échanges entre les pays. Donc on cherche à mettre en œuvre un système libéral mondial stabilisé par le dollar comme monnaie de référence des échanges internationaux. Donc on voit bien là que ce système, il est américain. Cependant, ce système, ce n'est pas lui qui va relancer l'économie européenne, pas même l'économie japonaise, puisque les États-Unis vont mettre en place des plans parallèles, le plan Marshall pour l'Europe, un autre plan de relance économique au Japon, des plans en Turquie et en Iran, pour relancer l'économie de ces pays. Donc le système Bretton Woods, il est mis réellement en place à partir de 1958, et de 1945 à 1958, ce sont d'autres systèmes qui sont utilisés pour relancer les économies des anciens pays en guerre. Et enfin, on sait, cet ordre mondial, il a deux limites. La première limite, c'est qu'un ordre qui se résume au monde capitaliste. Le monde communiste n'en fait pas partie. Le monde communiste met en place son propre ordre économique communiste. Et par ailleurs, les pays du tiers-monde vont chercher à refuser cet ordre économique international et se regrouper entre eux pour peser dans cette nouvelle économie. C'est la création en 1964 de la CNUSED au sein de l'ONU et c'est la formation du G77 en 1974 qui appelle à un nouvel ordre mondial plus équitable avec les pays du tiers-monde. L'expression tiers-monde, elle date de 1961, conférence de Belgrade, voilà, qui prend suite de la conférence de 1955 de Bandung sur la décolonisation. Alors, la deuxième partie, c'est de montrer que dans les années 70, ce nouvel ordre mondial américain, il éclate. Et il va être remplacé par un ordre mondial néolibéral. D'abord, pourquoi cette gouvernance américaine, elle échoue? Parce que les années 70 sont des périodes de grands désordres économiques internationaux. D'abord, un désordre monétaire qui est lié à la guerre du Vietnam, qui entraîne en 1971 la fin de la parité en or du dollar et en 1976 la fin du système monétaire international, la fin du système Bretton Woods. Deuxième raison qui explique les désordres économiques qui ne touchent cette fois pas que les États-Unis, ce sont les deux grandes crises pétrolières. Première crise de 1973, il y a la guerre de Kippour en Israël. Deuxième crise, celle de 1979, liée à la révolution islamique en Iran. Et enfin, derrière ces désordres internationaux qui touchent particulièrement les pays du Nord, on a aussi, à la fin des années 70, une crise des matières premières qui, cette fois-ci, va affecter l'économie des pays du Sud en particulier, qu'on appelle à cette époque-là les pays du tiers-monde. Alors pour répondre à ces multiples crises économiques, ces multiples difficultés économiques, les pays du Nord se rassemblent pour essayer de mettre en œuvre un nouvel ordre mondial. C'est une gouvernance de la triade, avec la création du G6. Ce G6, il est créé en 1975 lors de la conférence de Rambouillet à l'initiative de Valéry Giscard d'Estaing, ce qui montre bien que Valéry Giscard d'Estaing est un président plutôt libéral. En parallèle de ce G6, d'autres institutions se mettent en place dans la même époque. C'est la création des forums économiques mondiaux, du Forum économique mondial, qui se réunit chaque année à Davos, 1971. Et là, on a cette nouvelle gouvernance
économique qui se met en place, puisque dans ces forums économiques mondiaux participent des chefs d'État, mais aussi des chefs de grandes entreprises. C'est le cas en particulier de Bill Gates, le patron de Microsoft. Alors, l'idéologie de ce G6 nouvellement créé, l'objectif, c'est d'éviter les crises économiques et de renforcer l'économie des pays du Nord. Mais le principe mis en œuvre, c'est d'appliquer l'idéologie néolibérale. Cette idéologie néolibérale, elle est née dans l'école de Chicago au début des années 70 et elle s'est appliquée dans différents pays, en Angleterre avec Margaret Thatcher, aux États-Unis avec Donald Reagan, au Chili avec Pinochet. Il y a eu une tentation française avec Jacques Chirac en 86, mais en réalité, la pratique du pouvoir ne sera absolument pas néolibérale. C'est quoi le principe du néolibéralisme? C'est de financiariser l'économie, de libéraliser complètement le secteur de la finance, qui doit devenir le secteur central de l'économie, et de désendetter l'État par la privatisation des services publics. Les institutions internationales vont chercher à mettre en œuvre cette idéologie néolibérale dans les États qu'elles viennent à aider. Nous l'avions vu, les États du Sud connaissent des crises économiques dans les années 70. C'est le cas du Mexique en 1982. Le Mexique en 1982 connaît une crise économique importante. Il demande l'aide du FMI et de la Banque mondiale. Et en échange de leur aide, le FMI et la Banque mondiale demandent à cet État ce qu'on appelle des cures d'austérité, c'est-à-dire une baisse des politiques publiques, une diminution des services publics qui va entraîner à court terme un appauvrissement des couches populaires mexicaines, mais effectivement à moyen terme un relèvement de l'économie mexicaine. Donc, crise économique du Mexique en 1982, intervention du FMI et de la Banque mondiale, mise en œuvre de politiques d'austérité qui sont la logique néolibérale. Donc la deuxième partie, on voit qu'on a une gouvernance qui devient une gouvernance de la triade, uniquement américaine, et une gouvernance qui est très néolibérale. La troisième partie, on peut montrer qu'à partir des années 90, la gouvernance devient plus multipolaire et qu'on a de nouveaux acteurs qui s'intègrent à cette gouvernance pour la critiquer de plus en plus. Pourquoi gouvernance plus multipolaire? Parce qu'on a une réforme des institutions internationales. Les grandes institutions internationales, la grande institution internationale qui était le GATT en 1947, se réforme en 1995 avec la naissance de l'OMC. Cet OMC, il marque la victoire du libéralisme, puisque cet OMC il prend en compte davantage de secteurs économiques que le GATT. C'est le cas en particulier de l'agriculture. L'objectif de l'OMC, c'est de libéraliser aussi les économies agricoles et de baisser les droits de douane dans le domaine de l'agriculture, ce qui n'était pas le cas du GATT. Donc là, on a une avancée libérale. Mais dans le même temps, on a une OMC qui est plus multipolaire, en intégrant de nouveaux pays. C'est le cas en particulier de l'intégration de la Chine en 2001. Une autre organisation qui intègre de nouveaux pays, c'est le G6. Le G6, qui était devenu G7 avec le Canada en 1976, intègre la Russie en 1998, devient le G8, en prenant en compte la chute de l'URSS de 1990. Donc, une organisation plus intégrée à l'échelle mondiale. Et puis, il y a la naissance d'autres organisations multipolaires, c'est le cas en particulier du G20 en 1999, qui intègre les grands pays émergents et en développement pour peser 85% de l'économie mondiale. Cette organisation multipolaire des années 90, elle cherche à réguler cette mondialisation néolibérale pour essayer d'éviter les crises économiques et financières qui se sont multipliées à la fin des années 90, début des années 2000. 98, crise financière d'Asie du Sud-Est. 2007-2008, crise des subprimes. 2012, crise de la zone euro liée à la crise grecque. Donc il y a cette volonté d'essayer de limiter les crises économiques, réguler la finance en supprimant les paradis fiscaux et de prendre en compte de nouveaux domaines. C'est le cas en particulier du domaine environnemental, suite à la publication à la fin des années 80 en 1987
du rapport Brundtland qui définit la notion de développement durable. Il faudrait montrer dans une des dernières parties que cette gouvernance, elle est de plus en plus critiquée par de nouveaux acteurs. Alors la nature des critiques, vous reprenez votre cours sur la mondialisation, critique politique, démocratique, critique économique et sociale, la montée des inégalités à l'intérieur des pays, critique environnementale, finalement le gaspillage environnemental engendré par la mondialisation. Et ensuite, il faudrait revenir sur les groupes, sur les acteurs de ces critiques de la mondialisation. On a deux catégories d'acteurs. On a les acteurs altermondialistes, qui sont portés en particulier par des ONG, organisations non gouvernementales, mais qui sont portés aussi par des rassemblements citoyens, ou par des associations citoyennes, qui ne sont pas forcément dans des ONG, et de plus en plus par les réseaux sociaux. Ces mouvements altermondialistes se rassemblent dans des événements internationaux. C'est le cas du Forum social européen, c'est le cas du Forum social mondial, notamment à Porto Alegre. Mais vous avez aussi des mouvements qui sont plus continentaux. C'est le cas du mouvement Occupy Wall Street aux États-Unis en 2007. Et puis vous avez aussi des mouvements qui sont virtuels, qui sont immatériels, par l'utilisation des réseaux sociaux. Les Anonymous, qui utilisent largement Twitter, Facebook pour développer leurs idées. Vous avez aussi tous les Wikileaks, qui sont des actions citoyennes pour révéler certaines dérives de la mondialisation, les Panama Papers, c'est-à-dire la révélation du nom de personnes qui possèdent des comptes secrets au Panama, ont été révélés grâce à ces Wikileaks. Les premiers Wikileaks, c'est Assange qui les a lancés. Et dans un deuxième temps, on a aussi des acteurs qui sont anti-mondialistes. Alors là, ça va plutôt être des partis politiques, plutôt nationalistes, et on a une croissance de ces partis politiques, en particulier dans les pays du Nord. Pensez à l'Europe, forte croissance du parti politique de l'AfD en Allemagne, importance de l'extrême droite en France avec Marine Le Pen, deuxième place aux élections autrichiennes de 2017 de l'extrême droite autrichienne, Brexit en Angleterre en 2016, donc on a une croissance des partis nationalistes. Trump aux États-Unis en 2016 également. Mais au-delà de ces partis politiques, on a aussi des mouvements citoyens nationalistes. Et c'est le cas des mouvements citoyens en Méditerranée qui ont affrété des bateaux pour empêcher les migrants de traverser la Méditerranée et pour les forcer à retourner dans les eaux territoriales de la Libye, d'où ils viennent majoritairement. Voilà. Donc en conclusion, cette gouvernance économique mondiale, elle est multiforme, elle rassemble de différents acteurs, les États, des entreprises, mais aussi des particuliers avec les citoyens. Elle évolue d'une gouvernance américaine vers une gouvernance plus multipolaire, mais elle reste très largement dominée encore aujourd'hui par les pays du Nord. On peut se demander si la politique de Trump, qui vise à détricoter les institutions internationales et les organisations régionales, va remettre en cause cette gouvernance économique mondiale pour tenter de recréer un gouvernement économique américain. Voilà. C'est fini. C'est fini pour l'histoire, pas plus. Terminé. Bonne révision. Faites des fiches, entraînez-vous, interrogez-vous entre vous, regardez l'actualité. Quand vous lisez de la presse, pensez à tout ce que vous pourriez réutiliser dans une copie. Là, en ce moment, il y a le congrès du Parti communiste en Chine avec la réélection de Xi Jinping. Bref, on parle tout le temps du programme d'histoire-géographie. Et donc, il faut réutiliser ces exemples de l'actualité pour s'en sortir dans une copie. La copie d'histoire-géographie, c'est vraiment le programme de terminale, c'est comprendre le monde actuel. En histoire comme en géographie. C'est-à-dire, en réalité, c'est comprendre ce que vous regardez par la fenêtre. Et ce que vous regardez par la fenêtre, on peut en faire une lecture historique et une lecture géographique. Voilà. Travaillez bien. Adit Chateau.